vous êtes certains et certaines à avoir publié sur Landfiles et ça, c'est bien parce que ce sont de chouettes, exemples et témoignages. Là, c'était intéressant parce que c'est une expérimentation assez complète qu'a fait, l'INRAE donc de Lusignan, qui teste l'affouragement ligneux et les tables fourragères avec des trognes très, très basses et qui a laissé donc les vaches, pâturer du saule, cet été. C'est la première fois qu'ils l'ont fait. Le grand sujet, mais à la limite, je vous laisserai aussi aller voir un petit peu les commentaires et les questions qu'on a posées avec Adrien et les réponses que Geoffrey a fait là-dessus. C'est qu'en fait, voilà, en laissant peu de temps les animaux, quelques heures, pâturer, ça ne compromet pas la repousse ultérieure et ça leur donne quand même un petit peu à manger, de façon substantielle, voilà. Donc espèces les plus consommées, le saule marceau, le saule cendré, le saule roux, le saule dévanier. Voilà, mais là, j'aimerais bien qu'Adrien À nouveau dans la ferme, d'Adrien. ferme d'Adrien, donc évidemment, c'est le référent commun à nous tous, hein, donc c'est important aussi qu'Adrien, nous donne des nouvelles de la ferme sur une plantation qui a désormais, 2 ans. Donc je crois savoir qu'il y a eu quand même pas mal de pression de chevreuils, hein, à un moment donné. Donc Adrien a testé aussi la laine de mouton comme, sur son effet répulsif. Il y a eu des effets un petit peu variables. Faut quand même réintervenir assez souvent, surtout après une pluie, pour garder cet effet répulsif et fait aussi constater, en discutant avec les participants aux formations, en fait, c'est une erreur qui peut arriver, c'est d'avoir envie de pailler aussi avec de la laine de mouton. Alors ça peut être très bien, il faut juste pas, empêcher le collet de respirer et donc faut toujours quand même libérer le collet pour pas qu'il y ait des nécroses qui se créent derrière, derrière la laine de mouton, quoi. Et là, typiquement, c'est des haies, qu'on a laissées un petit peu, sous pression des bovins et les têtards de charme qui sont, entre les chênes, je crois que c'est des chênes, là, je vois pas bien, mais en tout cas les têtards qu'on voit bien avec les troncs un petit peu noueux, c'est des têtards de charme, qui ont souffert du manque de lumière, quoi. Donc typiquement, quand une haie, n'est plus modelée, travaillée, valorisée, un peu je dirais au quotidien, enfin en tout cas mois après mois, et beh, il se crée des effets d'ombrage qui sont défavorables aux arbres, quoi. Et là, c'est dommage que ces têtards de charme, ils soient morts, je dirais, simplement voilà, d'un manque de lumière, quoi. Alors que c'est un excellent bois énergie et que c'est dommage de le valoriser. Et là, François, bon ami, pourra nous parler des charmes après parce qu'il a testé, cet été, peut-être aussi un peu par la force des choses, avec la canicule et la sécheresse, du réétêtage de charmes pour donner à manger à ses bêtes. Voilà et François? l'arbre et la haie dans vos fermes, hein, c'est le groupe, hein, dont je parlais il y a 2 minutes, hein. Le groupe sur Landfiles, qui est le groupe des anciens stagiaires des formations de l'Association française d'agroforesterie. Alors puisqu'Adrien a le son, peut-être avant François, ici, Adrien, tu veux rajouter? Tu veux te présenter peut-être? Avec mon père, donc on a une ferme familiale, une petite ferme d'élevage, dans le nord de la France, dans le sud de l'Aisne. Et puis, donc tourné complètement sur l'élevage et les fourrages. Et donc, on a à peu près 6 kilomètres de haies et d'alignements, qui sont, depuis une quinzaine d'années, à vocation, fourragère, essentiellement, et puis avec tous les autres, productions indirectes comme, les copeaux pour la litière, le bois de chauffage évidemment, et puis, évidemment tous les aspects, positifs agronomiques pour amener, de la matière organique dans les sols, pour, de l'ombrage pour les animaux, enfin voilà ce que vous savez tous. Et donc voilà, je sais pas si oui, Denis a très bien présenté là quelques exemples, qui sont issus de Landfiles, de publications Landfiles. Donc on a là sur ces exemples-là, sur les photos qui sont à l'écran, ce sont des luzernes, sur des secteurs non pâturés, où on a replanté, quasiment 2 kilomètres de haies sur un îlot pour redécouper les parcelles et ramener, donc là essentiellement matière organique et couper le vent et le soleil. Et puis donc c'est des haies qui vont devenir fourragères,
dans quelques années. Là, c'est des haies très jeunes qui ont moins de 3 ans, mais après, sur la ferme, il y a à peu près 4 km de haies plus utilisées depuis une quinzaine d'années, un peu plus, parce qu'en fait, les animaux pâturent dedans régulièrement, mais valorisées, optimisées, on pourrait dire, depuis maintenant plusieurs années. OK, ça on l'a commenté. Ça, Denis, Ah bah, c'est encore et moi, parce que là, c'est sur ça la formation Trogne au Pays Basque, donc c'était en février dernier. Et je vous montre cet exemple qui est vraiment pas mal, parce que c'est quelqu'un qui pratique pas l'affouragement ligneux, qui s'intéressait voilà, à la trogne, qui venait aussi un petit peu en découverte, mais qui avait quand même été de frêne il y a 2 ans. Et sur cette bande où là, on n'en voit que 2, d'un coup, à partir du moment où ils avaient été, on pouvait tout à fait imaginer un alignement avec, non pas une table fourragère, mais parce que là, c'est coupé à 2 mètres, mais une récolte en fait assez facile, parce que souvent le problème, c'est que au moment où on voudrait affourager, eh ben, on se dit que voilà, c'est des tailles, c'est des élagages qui sont un peu compliqués, qui prennent du temps, et cetera. Et là, d'un coup, apparaît, un potentiel de récolte, qui était très, très net, quoi. Donc c'était une super journée, voilà, mais chez quelqu'un qui ne pratique pas vraiment l'affouragement, mais par contre qui pratique beaucoup qui fait du bois litière beaucoup. C'est une acquis au Pays basque. Et voilà, donc la reconformation d'un arbre pour des besoins en récolte apparaît bien avec le frêne quand il n'est pas trop touché par la calarose, ce qui était le cas à cet endroit-là. Et OK. évidemment, sur les ateliers trogne, mais ça vous le savez forcément, on fait un peu d'étaitage, un peu de trognage, un peu de plessage, enfin un petit peu de tout. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'atelier plessage. Donc là, c'est sur du charme, c'est pas sur de l'érable champêtre, contrairement à la veille quand on était dans l'Allier. Mais là, de la même façon, c'était une haie qui avait déjà été plessée autrefois, que Florian n'a pas repris depuis qu'il s'est installé. Et donc, il était temps de le faire. Et donc, voilà, c'était pas une haie trop envahie, parce que sur les formations, là aussi, c'est tout bête. Ce serait dommage de faire un atelier déronçage, quoi, simplement. L'idée, c'est quand même de toujours trouver sur une ferme d'accueil, trouver le petit tronçon de haie qui est quand même, voilà, qui ne va pas demander trop de temps de préparation, ni à l'agriculteur la veille de la formation, ni aux participants. Donc là, c'était super. Et toujours pareil, cette surprise de voir des arbres entaillés aux 3/4 qui choquent un petit peu le regard, alors que maintenant, je dirais que trogner est revenu un petit peu dans les mœurs, et on se rend bien compte que c'est plus une mutilation, alors qu'on a encore l'impression qu'un petit peu que l'entaille nécessaire au plessage, eh ben, à chaque fois, au moment où Dominique le fait, il y a des petits cris, quoi. Oui, c'est impressionnant en même temps. Et ça Alors, reprend. Voilà, alors ça, c'est du suivi terrain, parce qu'on a eu la chance, c'est la ferme en coton, donc une ferme en volaille et cochons plein air, cochons gascons, cochons noirs, dans le Gers, la ferme en coton. Ferme qui est en difficulté, liée évidemment à la grippe aviaire, puisqu'il y a une obligation maintenant de confiner les animaux. Et on avait fait une formation trogne en mars 2021, et donc on y est retourné avec l'Association française d'agroforesterie, puisqu'elle est à 5 km des bureaux. Et donc 1 an plus tard, et sous la ligne, eh ben, les chênes ont très très bien repris. Enfin voilà. Donc c'est aussi là aussi des petites photos qui peuvent sembler un petit peu anecdotiques, se dire bah oui, on taille sévère et puis ça reprend. Donc c'est toujours une bonne nouvelle, mais derrière, c'est de se dire que voilà, on va pouvoir en faire un outil de production, quoi. Et surtout éviter à RTE sous les lignes électriques de faire n'importe quoi quand ils arrivent. Et ça, c'est sur des peupliers qui ont été trognés. Donc pendant la formation avec Dominique, et bon, 1 an plus tard, ça fait des brins quand même qui font 2,50 m. Donc les arbres, faut arrêter de penser que ça pousse pas vite, quoi. Alors ça, c'est retour dans la Creuse. C'est au lendemain de la formation chez Florian, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est un cas super intéressant, parce que c'est là où des fois, ça rendrait presque pessimiste, enfin, sur le travail qu'il y a à fournir pour reprendre des arbres qui ont été abandonnés. Alors, on ne voit pas bien parce qu'il y a de l'ombre, mais de fait, le sujet là, de cette photo, c'est l'ombre. Vous avez à gauche un charme
un charme qui demanderait qu'à être rétété maintenant parce qu'il est encore temps de le faire sans lui faire trop mal. Il y avait une valorisation bois-bûche qui est fabuleuse à faire parce que les brins, ils partent à 10 mètres au-dessus. Et puis, le problème, c'est qu'à côté, c'est une trogne de chêne. Elle, on peut plus la retrogner au niveau de coupe initiale, mais par contre, il faut éclaircir un petit peu, donc il faut faire un peu d'élagage sur le chêne pour laisser la lumière et permettre au charme de reprendre derrière, quoi. Donc là, voilà, il y a un besoin urgent dans les 5 ans vraiment à intervenir sur ce charme, mais refaire une trogne au niveau de coupe à peu près initial avec un chêne qui n'est plus une trogne et qui fait beaucoup d'ombre à son voisin, et ben voilà, ça veut dire qu'une opération, en fait, non, il n'y en a pas qu'une, il y a forcément tout un alignement à repenser, à reprendre, quoi. Et les vents de marle qui ont fait les formations trogne fourrage ligneux d'ailleurs, ont constaté d'ailleurs que l'appétence sur la feuille de chêne cet été, c'était très bien. Beaucoup mieux que sur le frêne, parce que le frêne, il a tellement souffert du sec que les feuilles étaient moins appétantes. C'est ce qu'ils m'ont dit quand je suis allé les voir. Donc, bah oui, là, pour commenter ce passage dans le Finistère à Banalec, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient présents à la formation, à cette journée qui sont là ce soir. Donc là, on était sur l'exemple de la photo, dans une zone très humide, tourbeuse, engorgée en eau toute l'année. Et c'est une zone qui est trop humide en fait pour faire pâturer les animaux sur le bas de la parcelle. Le reste des parcelles sont pâturées par des vaches et des moutons. Donc là, c'était l'idée de faire un petit atelier de démonstration sur le bouturage du saule blanc et du saule roux de souvenir aussi qui était présent sur les marges. Bouturage et puis taille en vue d'en former des trognes. Alors là, ce qui est intéressant, enfin, dans ces contextes, intéressant et compliqué, c'est que justement, on est dans une zone qui est tellement engorgée en eau. Là, vraiment, c'est en permanence une nappe d'eau qui est au niveau du sol, du substrat. Et le sol blanc est asphyxié, en fait. Et donc, j'ai perdu le prénom, je suis en train de chercher de l'éleveuse qui nous avait dit qu'elle avait bouturé des sols et justement on a constaté des sols blancs qui étaient quasiment morts, enfin en souffrance, car asphyxiés. Par contre, d'autres sols comme donc là-bas dans l'ouest, globalement le sol roux, et puis dans l'est de la France, enfin une grande partie du reste de la France, il y a le sol cendré qui résiste très bien à cette asphyxie, qu'ils ont tous les deux donc d'excellents arbres fourragers et qu'on peut mener en trogne ou en plesse. Bon là en l'occurrence c'était pas l'exemple. Donc oui, puis pour parler du bouturage, c'est quelque chose qu'on aborde dans chaque journée de terrain, qui est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même, les saules sont très bien connus, hein, tous les saules en capacité de bouturage. Donc pour en faire des trognes, c'est très 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 rapide. Ça peut se faire dès les premières années de bouturage, mais on peut le faire aussi donc avec du peuplier, avec du sureau noir, avec du noisetier. Ben, voilà, c'est une notion qui est intéressante et Denis, je pense que tu es d'accord, à chaque fois, ça intéresse la plupart des participants, cette question du bouturage aussi. Et puis de décider de la hauteur, c'est des questions toutes simples, mais... Voilà, c'est ça, c'est l'avantage, surtout avec du saule qui pousse extrêmement rapidement. Là, on est plus au nord, plus largement au nord, donc là, entre Saint-Omer et Calais, au printemps dernier, enfin en fin d'hiver. Patricia est là, normalement, je crois d'ailleurs. Voilà. Ah bah si Patricia, voilà, peut-être qu'elle peut en parler un peu plus. Patricia avait fait des plantations et du bouturage d'un important linéaire le long des canaux de fossés. Et donc on a travaillé là aussi sur les saules parce qu'ils sont très présents. Et là on a typiquement un premier plessage qui a été fait et je sais que Patricia par la suite a mis en place, enfin, a multiplié, je ne sais pas ce qu'elle a fait, si elle en a fait récemment. Bah, si elle est là, elle peut nous... Elle est là, Patricia? Ouais, je suis là. Ouais, bah cool. Non, sur cette haie-là, j'ai pas continué en fait, parce que justement, comme Denis l'a mis là sur
le poste, en fait, je me pose beaucoup de questions par rapport aux autres arbres qui ont une croissance plus lente. Et j'ai peur qu'en fait, en plissant les sols devant, j'étouffe en fait les noisetiers ou les érables qui sont encore plus bas, quoi. Donc pour l'instant, j'y touche pas. J'attends avec impatience la suite de la formation. Là, pour répondre à ta question, je me souviens très bien. Non, mais là, justement, l'avantage du plessage, contrairement, le risque, ça serait de faire un trognage saule et noisetier en même temps. Et là, en effet, les saules prendraient l'ascendant et feraient dépérir les noisetiers, tandis que le plessage, on va redescendre la tige du saule, comme on voit sur la photo. Et donc, les noisetiers, donc pour moi, il n'y a pas trop de risque, sachant qu'on est en zone bien humide, donc les noisetiers vont avoir une croissance assez Ils vont rapide. bien reprendre. Parce qu'en fait, là, donc la tige que tu avais plessée, là, tout le long de la tige, Il y a il y plein de... a cette année des brins qui font plus d'1 mètre de haut qui sont repoussés dessus, quoi. Oui, oui, oui. Mais les Donc, noisetiers, ouais, oui. Ben, après, ça dépend de la vigueur des autres essences présentes, c'est ça. Faut ouais. voir. C'est quoi à part du noisetier, Patricia? Il y a de l'érable champêtre, du noisetier, il y a de l'orme champêtre. Et après, il y a en plus ponctuel, il y a des tilleuls, des chênes, des peupliers trembles, des noyers. Mais ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai mis. Puis après, dans les sols, c'est sol blanc, sol marceau. Non, pas sol marceau. Sol blanc, sol des vanniers et sol. Si, sol marceau. Seulement, ouais, ouais. Bon, enfin, Dominique mention, on fait une formation de trogne donc, au même endroit. Donc, c'est aussi l'intérêt d'essayer de faire des formations un peu en escargot, comme ça, de revenir un peu sur le terrain. Et ce sera l'occasion aussi d'avoir le diagnostic et puis les préconisations de Dominique sur là aussi, ce cas particulier, mais qui est intéressant parce qu'il se pose à tous ceux qui vont entreprendre ou qui ont entrepris récemment de planter des haies, quoi. Oui. Et du coup, Ok. oui, pour précision, mais enfin, Patricia, donc là, il y a du pâturage potentiel quand ça passera en prairie temporaire, si je me souviens bien, dans cette parcelle. Ouais, ça, en fait, c'est voué à devenir une prairie permanente. Et je voudrais pouvoir l'utiliser en fourrage. Enfin, chaque parcelle sera au moins accès à une petite partie de la haie, quoi. Donc, ouais. Le plissage, ça peut être intéressant pour ça aussi, quoi. Ouais. Avec des clôtures mobiles qui permettent de mettre en défend au début de l'année les jeunes pousses, quoi. Voilà. Et sinon, Ok. je me suis quand même amusée sur des gros frênes où ça a plutôt bien marché et c'est vraiment surprenant quand même. Le plessage et le trognage, c'est fou. On est chez Romary Courtois. Voilà, dans l'Allier. Donc là, on faisait donc Romary a un troupeau de moutons. Donc bon, là, on faisait une démonstration sur érable champêtre, hein, qui est vraiment une des essences les plus plastiques et les plus malléables pour en faire ou de la trogne ou du plessage. Enfin, ça va vraiment tout seul. Et on montrait un peu la possibilité de boucher en fait donc là, en l'occurrence, on était sur un chemin qui servait à faire transiter le troupeau entre plusieurs pâtures. Et les moutons, évidemment, ont tendance à passer d'un côté ou de l'autre si les clôtures sont poreuses, ou là, en l'occurrence, il n'y a même pas de clôture de souvenir. Donc le plessage peut vraiment avoir un intérêt, outre que fourrager, évidemment, de fermer. Bon, là, c'est le début et c'est juste le moment de la démonstration, donc on ne voit pas encore trop bien. Je crois que Romary a mis une photo. Ouais, on peut mettre la photo suivante, Pascal. D'accord. Voilà, voilà, typiquement, on voit bien. Donc là, c'est exactement le même endroit. Et encore, on a fait juste 2 plesses qui se recoupaient, mais idéalement, on en ferait plusieurs. Et là, le trou qui était présent dans la haie est totalement bouché et les brebis peuvent filer droit sans risque par la suite, quoi. Oui, bonjour, Pascal dans les Ardennes. Bonjour. Oui, j'aurais une petite question parce que nous, on va attaquer là à planter nos 300-400 mètres de haies cette année pour les vaches nourrices.
Et on a eu une petite formation par la Chambre d'agriculture, assez light là-dessus, mais qui était intéressante parce qu'on a eu la visite d'école et c'était assez sympa. On a pu partager un peu sur les formations qu'on avait fait à l'époque dans le Nord. Et on s'est heurté à un peu un problème de réglementation parce que moi, dans le même temps, sur l'existant, je viens d'acheter un lamier sur un tracteur pour faire de la coupe. Et aujourd'hui, la nouvelle PAC a augmenté le délai de taillage des arbres du 15 mars au 15 août. Et j'avais posé la question, parce que la DDT était présente, si on pourrait couper les arbres aujourd'hui. Ils nous disent que non, pour faire de l'affouragement. Donc la dame est assez intéressée par le sujet. Elle a fait une demande au ministère et je voulais savoir si dans certains secteurs, ailleurs, il y a eu des réponses données sur le sujet. Pour commencer à en parler, puis Denis, peut-être tu diras un mot après, mais oui, non, mais on a fait on a eu une journée avant-hier avec Bio de France pour parler de la nouvelle règlement, l'impact de la PAC sur les élevages, et donc on en a parlé aussi. Donc en effet, il y a 15 jours, d'autant plus que jusqu'alors, je crois que les éleveurs bio n'étaient pas soumis à cette réglementation, même au 1er août. Donc maintenant, c'est le 15 août pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon, il reste quand même du 15 août à fin octobre, mais c'est vrai que la période critique cette année, bon, moi-même, j'ai fait des débuts août. François Bonamy aussi, de souvenir, il a commencé début août. C'est vrai que c'était un moment. J'ai commencé le 15 août. Ah, bah bravo, tu as pris de J'étais en l'avance. vacances avant, c'est pour ça. Ah oui. Mais ouais, bon, heureusement, enfin oui, c'est les 15 premiers jours d'août, ça peut un peu aider. Bon, heureusement, oui, il reste quand même la suite, mais a priori, je crois pas qu'il y aura de dérogation possible. Ouais, parce que je vois chez nous, si alors on n'était pas équipé, là, j'avais juste une parcelle où il y avait une haie assez vieillissante, mais beaucoup de saules qui étaient en train de tomber. Je les ai appuyés un peu et les bêtes ont mangé après. Et puis là, j'irai la retailler tout ça propre. Mais nous, par contre, c'était vraiment au mois de juillet qu'on a eu vraiment faim, quoi. Ben oui, ce qui peut apparaître comme une victoire de l'arbre est une défaite agroforestière, en fait, typiquement, parce que en voulant protéger, parce que on s'imagine que les agriculteurs sont trop bêtes pour bien s'occuper de leur ferme, eh ben on bloque une liberté d'action et qui est sous contrainte de sécheresse et de canicule. Donc moi je suis assez affecté en fait par cette réglementation qui est censée aider les arbres, mais en fait qui aide rien du tout, qui bloque. Enfin, voilà, c'est un sujet qu'on a abordé aussi avec Adrien quelques fois, mais donc voilà, je sais pas quoi répondre sur les dérogations qui pourront être apportées, si ce n'est que quand il y aura vraiment trop besoin, on le fera quand même. Ouais, c'est ce que j'ai un peu dit. Bon, il y avait quand même un technicien en chambre, et puis moi, la dame de la DDT, quand même, vachement, enfin, chez nous, elle a l'air assez très intéressée quand même sur le sujet. Et parce qu'à un moment, ce jour-là, la petite démoée, alors d'un côté, c'était presque pas mal. Alors, c'était beaucoup, il y avait l'FFD Cuma qui était là avec toute une armada de matériel. Et justement, il y en a un qui expliquait, bah oui, mais ton truc, il me dit, tu vas broyer les nids dans les haies, quoi. Et comme en même temps, on m'avait demandé, j'avais eu mon lamier, là, je faisais une petite démo comme ça en passant. Et à un moment, j'ai dit, mais observe, j'y regarde. J'ai moi, quand j'ai coupé ma branche, les nids, ils sont pas au bout de la branche, quoi. Et j'ai dit, oui, mais il me dit, ça secoue l'arbre. J'ai dit, quand il y a un orage à l'été, l'arbre, il est secoué, les nids sont toujours là. J'ai dit, ce qui flingue les nids, j'ai dit, alors, il y avait une épareuse juste à côté, pour montrer les dégâts, malheureusement, que ça pouvait faire une épareuse. Et j'ai dit, l'épareuse, ce qui tue le nid, c'est les projectiles, comme une rafale de missiles qu'ils ont pris dans les oreilles, quoi. Et là, toi, tous les deux, ils ont quand même réagi. Ben, il me dit, oui, c'est vrai. Et je dis, c'est là le truc. Je dis, c'est là que je comprends pas. J'ai dit, observez ce qui se passe avec les engins. J'ai dit, moi, mon lamier, c'est ni plus ni moins qu'un coup de vent avec un orage qui est passé, quoi. C'est pas pour autant qu'on a broyé le nid en passant, quoi. Alors, on a eu la chance d'avoir quelques petites réflexions intéressantes. Ils ont un peu percuté, mais bon, j'espère que ça ira un peu au-delà de ça, quoi. Alors, je sais pas, est-ce qu'il faudrait, à différents niveaux, mettre un coup de pression ou d'expliquer les choses, j'en sais rien, filmer les choses, je sais pas. Ouais, déjà, ce que tu as fait là sur une conversation au coin du champ, c'est déjà important. Et faut que tout le monde le fasse, quoi.
Adrien, toi, tu as quelque chose à dire par rapport à la Non, mais période? C'est-à-dire que toi, quand tu as ouais. fait des élagages là, cet été, qu'est-ce que tu as Non, dérangé? non, parce que bon, moi, j'ai une assez bonne connaissance de la faune et de la flore. Bon, globalement, c'est assez exceptionnel que je commence avant un début août les lagages. Cette année, ça aurait pu être utile. Là, j'ai vraiment commencé le 1er août, mais en l'occurrence, après, moi, je fais des lagages manuels parce que j'ai un petit troupeau. Donc, c'est vrai que pour alimenter 20 UGB, je fais à perche et lagueuse. Enfin, pour le troupeau principal de 20 UGB à la perche et lagueuse. Donc là, clairement, j'ai pas de problème avec ça parce qu'on voit ce qu'on fait. Et en effet, comme le dit Pascal, on travaille pas dans le cœur de l'arbre. On élague là où il y a de la feuille, donc c'est quand même plus en bout de branche sans problème. Et non, mais c'est vrai que cette évolution de la réglementation, c'est pour répondre à des abus clairement réalisés à l'épareuse. Ça, on a tous l'image des haies qui sont ratatinées en pleine période, en effet, de nidification, où là, ça peut avoir, enfin, nidification ou même parfois en avril. Je crois qu'ils ont aussi augmenté la période, enfin raccourci, si on veut, au 15 mars au lieu du 30 mars. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Bon, là, c'est toujours le problème quand il y a des abus d'un côté. Là, de tous les participants de ce soir, vous êtes, je pense pas que vous utilisiez les pareuses à ratatiner les haies. Donc, on n'est pas dans ce cas-là. Mais... Une petite. Vendredi dernier, nous étions avec la Chambre d'agriculture, avec le club agroforestier, à la création de trognes. Était avec nous la police de l'eau. Et ils ont été super surpris de voir comment on faisait les trognes et comment il n'y avait plus de branches, il n'y avait plus rien. Et le monsieur était très content d'avoir participé à ça. Et je pense qu'au niveau communication là-dessus, c'était un échange très riche de part et d'autre. Et ça va nous éviter beaucoup de problèmes avec la police de l'eau. Génial. Très bien. Est-ce d'autres témoignages? C'est juste pour finir là-dessus, c'est vrai que c'était la même réflexion avec la dame de la DDT dans les Ardennes, c'est qu'elle m'a dit il y a tellement eu d'abus, et là, comme pour revenir vraiment sur ce qu'elle a dit, c'est que la discussion là leur a dit il y a quand même des choses de bien, et ils vont faire, enfin, au moins essayer de peut-être faire évoluer ou avoir quelques dérogations pour certains pour amener des exemples pour faire évoluer les choses, quoi. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que du coup, en témoignage, parce que tout à l'heure, François, tu n'as pas pu présenter, je sais pas ou... Non, je peux en dire 2 mots là. Donc, oui. François, dans le Nord. Donc moi, effectivement, j'ai commencé l'élagage des charmes têtards après le 15 août. J'étais un peu motivé. Je revenais de 15 jours de vacances, donc j'avais un peu d'énergie à mettre là-dedans. Donc un petit peu tous les jours, j'abattais quelques branches. Alors, dans l'optique aussi, après, de valoriser le bois en bois déchiqueté. Donc, dans l'instant, effectivement, le troupeau de vaches, je le faisais passer après l'élagage. Donc, je me suis aperçu quand même, et j'ai posté des photos sur Landfile, hein, donc on voit le avant, le après. Effectivement, je me suis aperçu qu'elle mangeait vraiment bien tout ce qui était feuilles de charme. Donc, le frêne encore mieux, mais bon, moi, c'est plutôt du charme. Et dans l'optique après de faire du bois déchiqueté, alors je me suis un peu pris les pieds dans le tapis puisque finalement j'ai encore trop de stock de bois déchiqueté, ce qui fait que les petits tas que j'ai fait à droite à gauche, je les reprends à la tronçonneuse pour faire du bois bûche. Donc là c'est un peu... Bon voilà, je me suis un petit peu... J'ai mal anticipé la chose, c'est ce que disait Denis tout à l'heure, il faut faire les choses en anticipant. J'ai pas forcément. J'ai tapé dans le tas pendant 1 mois et demi, et puis là, je me retrouve à démêler des branches avec la tronçonneuse, quoi. Mais dans l'instant, je trouve que ça a été une réussite. Pendant 1 mois et demi, j'ai pu me passer de trop à fourrager autrement qu'avec des feuilles. En fait, cette question des fourragères qui interpelle toujours beaucoup et l'utilisation de la trogne en même temps, puisqu'il y a toujours cette complexité de comment faire en sorte que l'on puisse mettre accès
aux pousses qui sont issues des trognes, du plessage ou de jeunes arbustes, comment on peut donner accès aux animaux sans qu'il y ait qu'il y ait impact négatif sur la haie par piétinement, notamment avec les vaches, hein, avec les grosses bêtes, piétinement, des souchages, enfin des abîmes, le système racinaire qui serait abîmé, tout ça. Donc là, on a l'exemple de l'usignan qui fonctionne en système fil électrique, ce qui est plus commun pour les vaches. Mouton, c'est moins évident pour les éleveurs ovins, c'est ce qu'on voit à chaque fois, évidemment. Chèvre aussi. Et simplement, aujourd'hui, chez moi, j'ai travaillé sur cette question avec 2 amis. On a travaillé un petit peu à faire on pourrait dire du dépressage de haies fourragères avec beaucoup d'épineux. Et vous êtes, je pense, assez nombreux à avoir ce contexte-là. Alors j'aurais dû prendre des photos. Alors je sais pas, j'ai fait un petit schéma, mais je sais pas si vous allez voir grand-chose. Non, je ne pense pas qu'on voit grand-chose en fait, c'est ce que je voulais vous montrer. Attends, tu sais, non, on ne voit pas grand-chose. Et je voulais illustrer en fait, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Quand on a dans une haie ou dans un bosquet, dans des fourrés d'épineux, il est rare que l'on ait que de l'épineux. Alors souvent c'est de l'aubépine, du prunellier. Et dans mon cas, mais comme chez beaucoup d'éleveurs, on a des essences ligneuses fourragères comme de la viande lantane, du cornouiller, du troène, enfin voilà, des arbustes qui peuvent être valorisés. Si on élimine tous les épineux, les animaux, que ce soit des moutons, des chèvres ou des vaches, dans tous les cas, ils vont finir par détruire en fait cette ressource par surconsommation ou par piétinement casse. Et donc le fait de laisser, alors j'essaie de montrer, mais c'est vraiment, là je viens de le dessiner tout de suite là, en parlant, mais de laisser un sujet central qui est l'essence ligneuse fourragère, donc par exemple du cornouiller sanguin, là, par exemple, qu'on peut mener en trogne, taillé à la hauteur qui serait pâturée par les animaux, donc par exemple des vaches à 1m20, 1m50, des moutons, chèvres plus bas. Et l'intérêt de garder des épineux sur les côtés qui sont taillés plus bas, en trogne aussi. Et en fait, ça permet de... Moi, c'est la solution que j'ai trouvée en fait pour éviter de jouer avec du fil électrique partout, et puis notamment quand on a aussi des systèmes de parcours avec des fourrés, des bosquets. Ça permet donc les épineux sont là pour préserver, pour protéger de la surconsommation et de la casse, le ligneux fourragé qui pourra être pâturé. Donc c'est juste une question de hauteur, de taille, quand on a des sujets qui sont déjà assez développés. Alors je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà, c'était vraiment une question technique qui revient très souvent en fait, cette question de haies fourragères. Tu peux remettre ton dessin parce que j'ai réussi à t'afficher en gros plan. C'est peut-être plus lisible. Ouais, avec la lumière. On voit pas les épines. Si, moi je les vois là, ça y est. Épines, oui, c'est marqué, oui, on voit. Donc voilà, au centre, bon là c'est vraiment un exemple, quand on essaie toujours de garder donc un ligneux fourragé qui va être taillé bas. Donc là en tétard, clairement, en trogne, c'est l'idéal. Pour la plupart même que ce soit même un érable champêtre, hein, mais aussi un jeune charme, et puis tous des arbustes donc, au centre, et puis de chaque côté autour, de chaque côté si on est dans une haie, et autour si on est dans des bosquets, des épineux qui sont taillés entre 20 et 30 cm plus bas, qui ont leur rôle de protecteur du sujet qu'on cherche à valoriser. Et ça marche très bien. Là ça y est, j'ai trouvé et après, c'est durable, hein, c'est quelque chose sur lequel on n'a plus besoin de revenir par la suite s'il y a du pâturage régulier, quoi. Ok. Une petite question, le troène, c'est pas toxique pour les bovins? Non, pas du tout. Ouais, on a toujours cette crainte. Alors peut-être qu'une surconsommation de fruits, mais importante, mais bon, c'est les frênes les fruits qui vous font penser à ça, certainement. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit quand on lit les revues ou les choses comme ça, quoi.
Ouais, non, bah, moi, ils en consomment très, très régulièrement. Les fruits sont consommés avec, mais ils ne consomment pas énormément de fruits. Au final, surtout le feuillage qui est consommé. Donc peut-être que c'est comme, c'est toujours la même question, hein. Même les glands ou certaines essences. Moi, je sais que le gland, les miennes, elles sont habituées à en manger toute l'année, donc j'ai aucun Voilà. souci. Voilà. J'aurais une petite question aussi sur les. Là, on va implanter les fourragères qu'on va mettre en interparcellaire sur des pâturages tournants dynamiques. Et là, aujourd'hui, j'ai démonté, ils sont venus faire la préparation de sol. Et les clôtures électriques, tu penses qu'il vaut mieux les mettre en double et les faire avancer ou avoir un poteau central avec, je veux dire, comme un T, quoi, et faire naviguer le fil dessus ou d'autres choses, je ne sais pas, je me pose un peu la question comment faire. Non, mais le système T que moi j'ai adopté, et puis bah, la semaine dernière, il y a 15 jours, on en a reparlé avec le domaine de Merval de Seine-Maritime qui utilise ce système-là aussi. C'est vrai que c'est l'idéal parce qu'on n'a pas de. Même pour l'entretien sous le fil, il n'y a pas de piquet qui gêne. Donc idéalement avec un système de tige coulissante. Donc là, oui, dans ton cas où tu es en train d'implanter la haie, c'est vraiment le bon moment pour faire ce système-là. Donc là, pour les bovins, évidemment, pour les moutons et les chèvres, ça sera pas du tout aussi évident, mais pour les bovins, c'est vraiment le système idéal. Et t'es pas ennuyé avec, parce que moi, là, ça va être des veaux avec des vaches nourrices, donc des veaux très jeunes, des veaux qu'on. Ouais, bon, ils passent en dessous, mais les veaux, globalement, c'est pas eux qui vont faire du mal à la haie. Le seul risque, c'est qu'ils se prennent les pattes dans les tés, justement, enfin, ils se prennent dedans mais non, enfin, clairement, là, moi, cette année, oui, ils passent en dessous, et puis ça, les jeunes, hein, les très jeunes, bien sûr. Mais Oui. eux, ils vont pas impacter négativement tes plantations, donc ça m'inquiète pas. Ouais, c'était la question si même des veaux allaient se quinter ou pas, quoi. Non, non. Non, non, non. D'accord. On peut faire coulisser d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment en bovin, c'est vraiment l'idéal, hein. Pour des implantations de haies, c'est parfait. D'accord, oui, merci. Parce qu'on peut laisser manger un côté C'est ça. et faire coulisser comme ça. Ouais. Et puis Oui, pour l'entretien, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir on diminue le nombre de piquets et en plus ils sont au centre de la haie, donc pour l'entretien, par exemple si c'est une prairie où il y a de la fauche aussi, c'est parfait. À Merval, Et donc, ils avaient ça aussi. et ton poteau central avec la tige, tu le perces, C'est ça, ouais. Carrément, hein. Quand c'est en piquet bois, il est percé, et en piquet ferraille, on a soudé un tube creux et le fer à béton coulisse dedans, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, tu le fais en ferraille aussi. Ouais, d'accord. Oui, oui. Entendu, merci. Je vais regarder ça. Denis, tu veux Ah, merci, bon appétit. Denis, tu le mot de la fin? J'espère qu'il n'y en a pas de fin surtout, et puis on reste en contact. Oui, Et puis, la fin et du puis voilà. webinaire, en tout cas. Oui, ça c'est Le sûr. Et contact, j'ai c'est faim clair. aussi. Non, mais il faut, voilà. Il y a des formations qui arrivent. Parlez-en autour de vous, venez, et puis continuons à travailler ensemble, quoi. Tout simplement.